¿cómo están? Yo soy Andreina Flores, periodista venezolana en París. Y bueno, vamos a hacer este Instagram Live de hoy con alguien que ha estado muy en circulación últimamente. Hablo de Camilo Castro, quien es ciudadano francés y que estuvo nada menos que 5 meses preso en Venezuela como preso político, y hoy vamos a hablar con él para que nos hable un poco de su experiencia y de lo que lamentablemente tuvo que vivir en Venezuela. Déjame ver quién está por aquí conectado. Está Pedro León, gracias Pedro. Está Marta Margarita de Gursi, Bebadil Karoshek. Hola Margarita desde Menton, salud. Quiero decirles que Camilo y yo hemos decidido hacer esta entrevista en francés porque, bueno, sentimos que hay que enviar un mensaje a la comunidad francesa. Creo que hay que mostrarle a los franceses que todavía no creen que todo lo que sucede en Venezuela y que lamentablemente tienen una ideología de izquierda muy fuerte que les hace sentir una solidaridad automática, digamos, con el gobierno venezolano, con el régimen de Nicolás Maduro. Aquí se han organizado protestas, por ejemplo, para pedir la liberación de ese santo que es Nicolás Maduro y que bueno, o sea, nosotros, yo creo que toda la comunidad venezolana hemos estado en ese trabajito de hormiga, de explicar qué es lo que está sucediendo exactamente y de explicar que el hecho de que un dictador haya sido depuesto, sí, por la fuerza de Estados Unidos, es una buena noticia para nosotros. Eso aquí en Francia no se entiende muy bien, pero yo creo que con el testimonio de un francés, pues ahí sí como que lo van a entender un poquito mejor. Un testimonio de un francés, en su propio idioma. Yo creo que así puede haber un poquito más de, no sé, de conciencia de lo que se está viviendo. Entonces, nada, déjame ver si está Camilo por aquí, que me dijo que se iba a conectar pronto. Y así vamos comunicándonos para que nos cuenten. Mónica Belisario dice, en varios canales muestra esta locura. Exactamente, sí. Cuando nosotros vemos los canales de televisión aquí en Francia es eso, o sea, se hace mucha, ¿cómo decir? Mucha crítica contra la operación estadounidense porque viola el derecho internacional. Y bueno, sí, en términos estrictos, sí es una violación del derecho internacional, pero también hay otros factores a considerar. O sea, en Venezuela se sigue viviendo, porque no voy a decir que se acabó, no, se sigue viviendo una dictadura. Yo creo que se puede utilizar sin problemas ese término, porque eso es lo que es. Y en donde hay, bueno, presos políticos, como ustedes lo saben, que han liberado algunos, pero todavía quedan cientos de presos políticos todavía. Entonces, o sea, no es una... Ah, mira, aquí está Camilo. Camilo, ¿estás por ahí? ¿Me ves? ¿Me escuchas? Vamos a esperar que Instagram pues, le dé la gana. Ah, sí, aquí está. Ah, pero volteado. A ver, Hola, Camilo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? muy, muy bien, gracias. Sí, ¿cómo me escuchas? Yo a ti te escucho perfecto. A ver, ¿y ahora me escuchan? Sí, te escucho perfecto, te escucho genial. No. Todo Ah, ok, bien, perfecto. todo tranquilo. Eh, ¿Cómo estás, Camilo? En este instante muy emocionado. Acabo de Sí. sacar unas lágrimas porque ah, me anunciaron la liberación de Jalil Karamat, que era mi último compañero de celda, Ya, de origen de Trinitario. Y ok. entonces estoy en este instante secando mis lágrimas de alegría. Qué bueno. Pues mira que, bueno, poquito a poco vamos a ver a los presos políticos salir. Espero que todo sea pronto. Sí, Y bueno, nada, hoy también tuvimos una muy buena noticia y fue que liberaron al yerno de Edmundo González, que tú sí, sabes que es el sí, sí. presidente electo de Venezuela, eso es lo que es. Y finalmente, después de más de un año, está con su familia, gracias a Dios.
Camilo, quisiera que cambiáramos a francés, si es Oui, posible, si, all- porque, bueno, allons-y, parlons français. allons-y, voilà, allons enfants de la patrie, on va commencer en français. Et voilà, je voulais juste bon, te remercier, bien sûr, pour être avec moi, pour partager cette expérience que je sais que c'est une expérience assez atroce, mais je pense que ton témoignage est nécessaire pour que la France connaisse ce qui se passe au Venezuela et pour que les Français comprennent une fois pour toutes qu'il y a une dictature au Venezuela et qu'il faut la combattre. Et donc, toi, tu as un témoignage très important. Tu as été prisonnier politique au Venezuela pendant 5 mois. Tu as été dans l'une des prisons les plus dangereuses du pays, le Rodeo 1, et j'aimerais que tu nous racontes ton expérience. Mais je veux surtout commencer par ton arrestation. Ton arrestation à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, et pour des raisons que je ne comprends toujours pas, je t'avoue, et j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qu'ils t'ont dit, pourquoi tu as été arrêté et comment ça s'est passé. Bon, comme toutes les arrestations arbitraires au Venezuela depuis des années et présentement aujourd'hui dans les rues, devant les maisons et partout au Venezuela, c'est toujours, il y a toujours un prétexte, mais un prétexte qui n'a aucun sens. Dans mon cas, il y avait quelque chose d'un peu flou par rapport à mon entrée et ma sortie au Venezuela. Ça a été le prétexte. Mais il faut se rappeler que au Venezuela, au jour d'aujourd'hui, on peut se retrouver dans le Rodéo 1 et être considéré comme un traître à la patrie ou être accusé de d'incitation à la violence juste parce qu'on a un t-shirt blanc ou parce qu'on a pleuré au téléphone à sa maman parce qu'on a eu une journée difficile et qu'on n'a pas eu de nourriture au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'était le prétexte, mais très très vite, on m'a très vite intimidé et j'ai tout de suite été soumis à, à différents types d'intimidation, de violence et, euh, et on m'a très bien fait comprendre que j'étais pas le bienvenu là et j'ai très vite senti parce que j'étais simplement français et c'est le système de du qu'aujourd'hui ressentent beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de gens qui étaient comme moi séquestrés. Quand on racontait notre histoire, c'est toujours, il y a un petit prétexte, mais c'est surtout parce qu'on est face à des gens qui sont complètement malades en fait, qui sont complètement malades et qui ont une déconnexion mais totale avec la réalité d'autres pays aussi. Et pour eux, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce que fait un Français en Amérique latine. Pourquoi tu vivrais Ouais. dans un pays pauvre si toi tu as de l'argent, pourquoi tu restes pas en France? Et donc j'ai vu que c'était des gens qui étaient vraiment déconnectés d'une réalité, puisque aujourd'hui en Amérique latine, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'étrangers, d'Européens qui ils vivent en Amérique latine parce qu'ils aiment l'Amérique latine Oui. et aussi parce qu'ils gagnent de l'argent en Europe et ils vivent avec ça en Amérique latine. Donc ils comprenaient même pas le concept en soi même du tourisme ou ou du choix d'un Européen de vivre à l'étranger. Et en vrai, c'est pas leur problème, c'est pas, ils ont rien à dire de ce genre de décision, non? Effectivement, et effectivement. Mais il y avait, c'était vraiment très notable, quoi. Vraiment un gros décalage culturel, quoi. Ouais. Et aussi sur, mais comment tu fais pour vivre en Colombie? J'ai dit, je gagne ma vie en Suisse, on gagne très bien sa vie. J'ai un job d'été, j'ai un job d'été là, mais comment tu fais pour vivre autant de mois en Colombie sans travailler? Donc j'ai bien vu aussi un décalage culturel et j'étais face à ça, 26 ans de dictature et un pays où il est extrêmement difficile de vivre et survivre. Oui. Et il y avait une espèce d'incompréhension sur ça. J'étais face à des agents à la frontière, au Sébine et de la DGSIM, qui apparemment n'ont pas une vie facile, n'ont pas Bah, une vie j'imagine. facile non plus. Surtout en frontière, j'imagine. Donc Oui, mais très vite, moi, finalement.
Mais finalement, ils t'ont pas dit pourquoi tu étais arrêté, en fait. Enfin, des Non, questions, des prétextes, etc. Mais il n'y a pas eu une raison officielle, si je comprends bien. non, il n'y a pas eu une raison officielle et il n'y avait pas de raison de m'arrêter. Il n'y avait pas de raison. Ce qui aurait dû se passer, c'est qu'ils auraient juste dû me renvoyer à la frontière colombienne et puis c'était fini. Et si ils avaient quelque chose à me reprocher, j'aurais eu droit, comme tout citoyen du monde, ben, un avocat, un appel et à tous les droits basiques et à être bien traité. Et ça n'a pas été le cas. Disons que j'ai passé 24 heures là enfermé dans un container où ils avaient mis un petit bureau et une climatisation. Et dès le début, dès les premières minutes, enfin, à la minute où j'arrive, la première chose qu'ils font quand j'arrive, c'est prendre mon téléphone, prendre euh, tous mes biens. Et quelques minutes plus tard, ils me rendent mon portefeuille vide en me disant, bah, tu vois, en te rend ton portefeuille, il y a tout dedans. Hein. Puis Ah il y ouais. avait plus mon argent, il y avait plus ma carte bleue. On n'a pas voulu me rendre mes portables. Et j'ai passé toute la journée là, du 9 heures du matin jusqu'au soir, et avec le prétexte qu'il était tard et pour ma sécurité, on pouvait pas m'emmener à la frontière, qu'on allait m'amener à un autre endroit. Mais en fait, à ce moment-là, on me fait prendre une photo, on me fait rentrer dans un 4x4 blindé et teinté, avec que des gens militarisés Oui. dedans, avec des capuches, on voyait que les yeux. Et on prend une première photo, on me dit, fais comme si tu avais des menottes devant. Et Comme si tu avais de menottes. Ah bon? comme si j'avais des menottes et on m'interroge, je passe une première nuit dans un souterrain avec 3 toilettes débordantes de matière fécale qui étaient accumulées là, je pense, depuis des mois, euh, et des rats et des centaines de cafards. Et on me dit, bah, c'est là que tu vas dormir. On m'enferme là-dedans dans un souterrain. Je me déplace un peu dans ce souterrain. Et je vois plusieurs cellules, je vois une salle de torture avec plusieurs ustensiles, des bouts de tissu, des bouteilles d'eau, euh, très très vieilles et très usagées, et beaucoup de traces sur les murs, des traces de mains, des traces de sang, et euh, et ça au milieu d'un parking. En fait, c'est une espèce de prison souterraine, un lieu de torture au milieu du parking sous un bâtiment du Cébine à Maracaibo. Je reste là 24 heures, on m'interroge, un agent de la DGSI m'arrive et tout de suite je me fais menacer, intimider, on me dit qu'on va me torturer, qu'on va m'ouvrir, c'est l'expression qu'ils utilisent, tu n'es pas ouvert et on a les moyens de t'ouvrir. Et tout de suite on me parle de torture et que je vais rester ici plusieurs années pour être un fils de pute d'espion. Et donc ça commence tout de suite, les insultes, les intimidations psychologiques et une certaine violence dans les mouvements. Et très vite, on me met très vite une capuche, on me lève mon pull, on me l'accroche en haut, on me met d'autres capuches, on me drogue avec des sprays, avec de la scopolamine, j'imagine. Euh, je fais une douzaine d'heures de voyage menotté avec cette capuche, où je reçois durant de longues heures des intimidations sexuelles aussi, de la part d'un des agents de la DGSIM, une femme, avec de la musique, du reggaeton. Elle danse sur moi en me disant des choses obscènes, en touchant mon corps et en me traitant de façon très violente. Une domination très violente, un jeu entre la domination et le jeu sexuel. Et après, j'arrive dans les bureaux, dans un souterrain à Caracas, dans les bureaux de la DGSIM. Et tout ce moment-là, avec la capuche et menotté au sol pendant une petite semaine. J'ai une petite semaine parce que c'est à peu près c'est 5 jours. Et où on m'interroge sur toute mon histoire et mon livre est ouvert. Du coup, j'ouvre le livre, bien évidemment, puisque j'ai rien à me reprocher, puisque ma vie, je l'estime, est assez belle et intéressante et je raconte toute ma vie. Mais oui, je suis traité au sol. Il y a des gens qui ont un peu plus de gentillesse avec moi. Et je Oui. découvre aussi que certains de ces gens de la DGSIM ont souffert la même chose que j'ai souffert et ont été punis parfois pendant plusieurs mois, comme moi. Ils me le confessent et c'est ces gens-là
qui sont un peu plus gentils avec moi, qui essayent de me passer de l'eau, de me donner un bout de leur arepas, de leur nourriture. Il y en a un qui essaie qui à un moment donné a esquivé, a attendu que ses supérieurs partent et m'a emmené voir le soleil. Il était midi, le soleil passait au travers de ce puits de lumière. J'ai pu Oui. toucher le soleil de mes mains pendant une petite minute et c'était un des plus beaux moments de ma vie. Un petit rayon d'espoir, peut-être. Ouais. Oui, Ça a été bien une sûr. expérience très très forte, cette minute. C'était juste vraiment une minute, hein. Quelques secondes à pouvoir sentir le soleil après plusieurs jours sous la capuche et avec les menottes. Et Oui. je remercie beaucoup cette personne et j'ai compris que du coup j'étais dans un système de domination et ça m'a rappelé ce qu'avait vécu ma grand-mère. Ma grand-mère qui me racontait que pendant la Seconde Guerre mondiale, je vais faire simple, elle a été en gros esclavisée pendant plusieurs années à travailler dans une usine de bombes allemandes sous le régime nazi, puisque son père avait refusé d'avoir la carte nazie en Alsace. Et elle allait pleurer, elle avait 5 minutes de pause, et elle allait pleurer pour faire sa pause tous les jours dans les toilettes. Et il était interdit de pleurer parce que si on pleurait, c'était considéré comme une trahison. Ah De oui. même, au Venezuela, aujourd'hui, on peut aller en prison pour incitation à la violence ou trahison à la Ouais. patrie, pour ce genre de prétexte, pour exprimer des émotions. Et ma grand-mère va pleurer dans les toilettes et quelqu'un frappe à la porte, un soldat allemand. Elle se dit, bon, ben voilà, c'est fini pour moi. Il rentre dans les toilettes, elle se dit, bon, je vais me faire violer. Et en fait, il s'enferme avec elle et il la prend dans les bras, il pleure avec elle. Et ça, cette histoire, je l'ai racontée aussi à ce soldat qui était là, puisque j'ai bien senti qu'il y avait ça. Et je raconte ça parce que cette histoire, elle est terrible. Bien sûr, j'ai été maltraité, bien sûr, j'ai été torturé, j'ai subi la torture blanche et la maltraitance aussi physique. Mais j'ai pu aussi sentir le désespoir d'un peuple et le désespoir de certains de ces agents-là et qui se reflètent d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, par tous les processus par lesquels je suis passé dans cette prison, j'ai aujourd'hui aussi énormément de compassion et d'amour pour ce peuple, où j'estime que beaucoup sont aussi des victimes. Et c'est pas aux gamins qui sont enrôlés là-dedans. Et c'est toujours l'histoire du choix aussi. Et ça, c'est très difficile pour eux. Et je dis pas que ce soit facile. Je dis pas que ce soit Oui. facile. Et c'est horrible que ton premier boulot ce soit de travailler dans une prison du Rodéo 1 où tu te fais aussi maltraiter parce que je sais, je l'ai vu et j'ai vu des soldats et des agents au Rodéo 1 trembler de peur parce qu'ils venaient de sortir de punition que j'ai pas vu mais j'ai pu sentir et j'ai pu en parler aussi avec eux. Donc c'est tout un peuple, Bon, c'est tout je un te peuple. remercie de cette sympathie que tu as pour le peuple vénézuélien. Tu sais, parce que c'est difficile pour toi, j'imagine, pour tous les prisonniers politiques, surtout les étrangers, de faire la différence entre ceux qui incarcèrent et le peuple vénézuélien. Je pense que la façon dont tu fais la distinction, c'est très important. Pour moi, c'est très important parce on est vraiment différents et je pense que les Vénézuéliens, comme tu l'as bien dit, on est des victimes aussi du régime. Mais je voulais revenir à cette comparaison que tu fais parce que tu parles de ta grand-mère et qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et tu fais la comparaison entre la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi et Mhm. le régime de Maduro. Ils sont comparables tous les deux? Pour moi, oui, puisque je n'étais pas dans une prison, j'étais dans un camp de concentration, à différence d'un camp d'extermination. Mais on avait peur de ça aussi. Et puisqu'on voyait aussi que finalement, on nous faisait mourir à petit feu et qu'il y avait un système aussi pour nous faire mourir, et on le sait très bien, il y a eu des morts. Il y a eu des morts en el helicoide, il y a eu des morts au Rodeo Uno, il y a eu plusieurs centaines de morts il y a quelques années. Et on le sait, là, ces derniers jours, il y a des gens qui viennent de mourir là. Et de toute façon, dans cette prison, quasiment aucun traitement médical. Et, en tout cas, en cas d'urgence, bah, il y a rien à faire. Et de toute façon, on était voués à mourir dans ce lieu-là. Et ceux qui avaient survécu pendant 20 ans à l'hélicoïdé, quand se retrouvaient là, en fait, on les a passés de l'hélicoïdé au Rodeo Uno, qui est un lieu encore plus terrible,
Oui. Où on n'avait aucune liberté. On avait parfois juste, enfin, on avait une demi-heure. On avait 23h30 dans une cellule de, en fait, c'est pas 2 mètres sur 4, j'ai toujours dit ça, mais en fait, c'est 2 mètres sur 3. Et avec cette lettrine qui était constamment en train de De border. de nous intoxiquer et de déborder. C'était chaque semaine, c'était notre cellule inondée d'excréments, d'urine, et on devait la laisser avec nos propres mains, sans gants, et, euh, et donc on était voué de toute façon à mourir à cause de ça, puisque de toute façon toutes les 2, 3 semaines on tombait malade de la gorge et c'était de façon très très grave. Ouais. Et Pourquoi d'ailleurs je tu es suis tombé malade, Camilo? Tu es oui. tombé malade, toi? Oui, de toute façon, c'est un système où on tombait malade, on se relevait de ça, et puis la semaine suivante, on retombait malade. Et l'estomac, on était tous malades, on était extrêmement malades, d'autres très, très, très malades, d'autres avaient des cycles un peu moins longs, mais on était tous malades de la gorge, des poumons et du système digestif. Pas seulement à cause du stress, mais principalement à cause des conditions d'hygiène qui étaient extrêmement graves. Et puis tous, de toute façon, enfin après il y a une longue histoire aussi, c'est que avant d'arriver au Rodéo 1, c'est arrivé dans un camp de concentration. Mais en tout cas moi, les premières heures quand j'arrive au Rodéo 1, pour moi c'est un moment de bonheur et c'est un grand sourire. Pourquoi? Bah parce que pendant une semaine j'étais enfermé dans un souterrain et ça c'est ce qu'ont vécu la plupart d'entre nous. Et parfois pendant plusieurs semaines ou pendant plusieurs mois. J'ose pas dire son nom parce que je veux vraiment pas le mettre dans le problème, mais il y a des Vénézuéliens qui se sont retrouvés là au Rodeo Uno. Ils ont passé 1 an et demi dans des souterrains, comme moi j'ai vécu, sans voir pendant 1 an et demi un rayon de lumière. Imaginez-vous si moi, en quelques heures, j'ai perdu la notion du temps et puis on jouait avec ça, hein, bien évidemment. Je demandais l'heure, on me disait il était 9 heures du soir et je demandais quelques heures plus tard, il était toujours 9 heures du soir. Ah oui. Et moi, je me repérais avec le son, en fait, de dehors, s'il y avait les oiseaux du matin ou s'il y avait les grenouilles et les insectes du soir. Et c'était ma seule façon de compter les jours. Mais la notion du temps, elle se perd très très vite quand on a une capuche sur la tête et quand on est menotté au sol. Et avec la lumière qui était tout le temps là, donc je savais tout le temps qu'il y avait la lumière, parce que de temps en temps, je levais un petit peu la capuche. Je me cachais pour essayer de respirer, en fait, tout simplement pour pouvoir respirer. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui du Venezuela, c'est la torture, c'est des gens qui ont été torturés. Moi, j'ai pas eu de torture grave, mais si, c'est des tortures. Mais beaucoup ont été, comme moi, au sol pendant plusieurs semaines, en étant très très mal nourri. Moi, j'ai pas pu me prendre de douche. Je pouvais aller aux toilettes de temps en temps sans me nettoyer, sans me nettoyer. J'ai pas pu changer mes habits. Et en sortant de là, j'ai eu énormément d'infections sur tout le corps. J'ai beaucoup de cheveux qui sont tombés. Et j'ai eu un pneumothorax. Je me suis sauvé du pneumothorax et je suis pas allé à l'infirmerie parce qu'à l'infirmerie, il existe la torture de la climatisation. Ah oui. Donc Ok. tout le monde essaye d'éviter d'aller à l'infirmerie parce qu'aller à l'infirmerie, de même que en fait pendant durant les camps d'extermination, les camps de concentration, les gens se disaient surtout ne tombe pas malade et si tu es malade, continue d'aller travailler. Et nous, c'était ça, en fait. C'était quand on était malade, il fallait surtout pas se retrouver à l'infirmerie, parce qu'à l'infirmerie, c'est pire. À l'infirmerie, on dort sur un lit, une espèce de lit d'opération. Donc, on n'a même plus ce lit, enfin, cette espèce de lit qu'on avait, parce qu'on n'avait même pas de drap, on n'avait pas de couverture, on n'avait pas de drap qui couvrait non plus le matelas. C'était des vieux matelas remplis de sueur, des années de détention d'autres détenus. Et aller à l'infirmerie, ça voulait dire, il y avait une expression très brutale qui disait entras con dolor de cabeza y sales con dolor de culo. Ah oui. Et c'est vrai qu'on rentrait avec pour un douleur de tête et on ressortait avec un douleur dans l'estomac et d'autres Ouais. maux. Et surtout, il fallait survivre à la climatisation qui était à 17 degrés. Alors 17 degrés, ça, on dirait pas comme ça, mais déjà pour un Mais c'est latino qui pas, oui. vit dans Ouais, une ouais, chaleur, j'imagine. Oui. c'est une torture. Et même pour Ouais, ouais, moi, c'est un frigo, quoi. Oui. un Bien sûr. frigo et tu dois survivre toute la nuit. Donc du coup, tu ne fais que d'être concentré sur les sensations de froid et d'essayer de survivre.
Ouais. Et Camille, je voulais te poser une question parce que toi, tu dis que tu n'as pas subi des tortures très graves, mais tu as été quand même témoin de d'autres tortures appliquées à d'autres personnes qui étaient dans la même prison où tu étais, oui, qui sont assez graves, assez frappantes. Et tu parles même d'une chambre à gaz. Tu peux oui, bah, développer un peu sur ça? en fait, dans le Redo One, dans les souterrains, il y avait au moins une chambre comme ça, qui était une toute petite salle avec cette porte, elle avait même pas de trou pour passer la nourriture, parce que toutes nos cellules avaient cette espèce de trou pour nous passer de la nourriture, ou plutôt pour passer nos mains et nous menotter depuis dehors. Mais cette cellule, non, elle était complètement fermée. Par contre, elle avait un petit trou rond sur les murs, sur un des murs, pour pouvoir y insérer des bombes lacrymogènes. Et donc, du coup, c'était une des tortures. Et il y avait cette salle qui était là. Et c'était une grande menace si on refusait de manger. C'est-à-dire que ce soit parce qu'on a l'estomac noué ou parce qu'on a un problème avec la nourriture. Euh, ou parce que simplement on voulait revendiquer quelque chose, parce que parfois en fait, le système de la prison, en fait, c'est un système qui te renvoie à un état vraiment, on va dire, primaire, et comme si tu étais un bébé. Donc, du coup, déjà, tu n'as aucune liberté, tu n'as aucun choix, tu ne peux faire aucun choix. Et en fait, on se retrouvait à une phase anale, en fait, où en fait, notre seule façon de nous rebeller, ben, c'était de pas manger. Ouais. Et on, des Ça avait fois, on des faisait, conséquences aussi. hein? Mais ça avait des conséquences aussi quand même. Et du coup, la conséquence, c'est que si tu voulais pas manger ne serait-ce qu'un repas, tu étais menacé, on t'emmenait en bas. Et c'était soit tu restes ici, ou on t'emmène à l'intubation, qui est un autre type de torture, dans l'infirmerie, où en fait on nous entubait avec le prétexte de nous nourrir. Et en fait, on nous mettait des tuyaux de 18 millimètres dans le nez. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quasiment 2 centimètres. Le nez, enfin, moi, j'ai un gros nez, mais c'est pas un tube qui est fait pour être inséré dans le nez, sans gel, sans rien, sans anesthésie, euh, dans le pénis, dans l'anus, et on nous manipulait par ces tuyaux, et on nous manipulait ces tuyaux pour nous créer des hémorragies internes. Et du coup, ces gens-là récupéraient tous ces liquides et le sang lié aux hémorragies jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs litres de sang accumulés. Donc moi, j'avais jamais entendu ce type de torture, c'est-à-dire on crée des hémorragies internes et ça dure plusieurs jours. Ils s'amusent à nous insérer les nourritures les plus solides et enfoncer ça avec d'autres ustensiles dans le rire, dans la joie de la souffrance, et quand on demandait à sortir de là ou être renvoyé dans la cellule, qui en soi de s'écouter parler et de supplier d'être renvoyé dans une cellule, qui est le pire endroit au monde, quand on arrive à un tel désespoir de demander de retourner dans une cellule, nous-mêmes juste d'écouter ça, c'est une torture, de se rendre compte qu'en fait on a un point de on a un point qui est tellement bas où même ce qui est terrible devient en fait euh, pour nous source d'espoir. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont souffert de ça. Et il y en a qui sont plus ou moins remis, c'est-à-dire que ben oui, s'en sont plus ou moins remis, mais il y en a d'autres qui sont sortis de là, mais complètement détruits et qui sont rentrés dans la folie, puisque le but de tout ça, de l'isolement, on a été isolés, sans appel, sans communication avec nos familles, sans communication avec le monde extérieur, sans information, à part des heures et des heures de programmes et de propagande obligés d'écouter au son maximum dans les couloirs de la prison. C'était une torture aussi physique, parce qu'en soi, l'organe des oreilles souffrait, vraiment c'était une douleur. Et on était obligé d'écouter nos bourreaux parler de nous, Ah ouais. euh, avec déni, avec cynisme. Et donc ça fait partie des tortures, mais bien entendu aussi le quatrième étage, l'étage des punitions, el cuarto piso, el piso de castigo, Mm. où ben, on tabassait les gens, on les asphyxiait avec des sacs plastiques, et on aspergeait du spray insecticide ou du gaz lacrymogène. Pareil, on leur lançait des bombes lacrymogènes
dans les cellules, on nous laissait nus, menottés, et parfois pendant plusieurs semaines, et je pense pour d'autres pendant plusieurs mois. En tout cas, moi, quand je suis parti, certains compagnons étaient là depuis plus de 2 semaines, et on les tabassait pendant la journée, la nuit au début, et ça, c'est terrible parce que c'est toute la prison en silence total, à essayer d'écouter qu'est-ce qui se passe au 4e étage. Et je peux vous dire qu'on entend très clairement tout ce qui se passe. Et les coups étaient tellement forts. Je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça. Je suis vraiment, enfin, je t'entends, je n'arrive pas à t'interrompre, je n'arrive pas à poser des questions parce que c'est tellement effrayant ce que tu racontes que franchement, je suis muette. Enfin, je te laisse parler, mais je suis vraiment désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée de savoir que tu as vécu ça dans mon pays, tu sais. Je suis, voilà, j'ai la honte. Je t'ai rien fait directement, mais j'ai la honte de t'entendre parler comme ça, de cette expérience que tu as eue dans mon pays. Je suis vraiment désolée. J'espère que vraiment je sais pas, bientôt, je pourrais, je sais pas, t'amener dans une plage vénézuélienne, tu vois, pour effacer ces souvenirs horribles que tu as et pouvoir te montrer le visage aimable du Venezuela. J'espère vraiment que ça va se passer comme ça. J'espère, vraiment. J'en suis sûr, mais pour ça, il faut continuer de dénoncer. Oui, Il faut bien continuer sûr. de faire entendre au monde entier, et pour nous ici, aux Français, la réalité du Venezuela depuis 26 ans et la réalité du Venezuela au jour d'aujourd'hui. Ce que je vous raconte, c'est pas que quelqu'un m'a raconté, c'est ce que moi j'ai vécu, j'en ai été témoin. Et cette conversation, elle pourrait durer des heures. Moi, depuis hier, par exemple, je fais des déclarations à l'ONU. Euh, et les gens prennent des rendez-vous pour 1 heure, mais ça dure 5 heures. Oui. Et puis en fait, c'est pas suffisant. Il faut 5 heures de plus. Et puis en fait, il faut 5 heures de plus parce que la liste est longue sur les faits. Et donc ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et, euh, et on n'a pas là le temps de parler de tout l'aspect morbide. Et je sais pas si j'en aurai la force Ouais. non plus. Quand tu parles de l'aspect morbide, tu parles de quoi exactement? Bah de ça, des tortures et de tous les détails et de tout ce dont on a été victime, puisque c'est l'absurde, c'est la violence, c'est exactement, enfin c'est très très simple. Nous on a un bagage culturel ici, on a encore ce souvenir euh, de la Seconde Guerre mondiale, et c'est exactement ça. C'est les mêmes systèmes de torture, c'est les mêmes tortures, l'électricité dans les testicules, les violations avec divers objets, de se faire d'être pendu par les mains menottées et les pieds, la pointe des pieds au ras du sol pendant plusieurs jours. Et on proposait aux gens, par exemple, quand les gens, avec désespoir, suppliaient d'être redescendus, on leur disait OK, mais on va t'insérer alors ça dans l'anus, c'est ce que tu choisis. Ce genre de choses. Et il y a des gens qui ont été torturés pendant plusieurs jours, l'électricité, l'eau, l'étouffement pendant plusieurs jours. Et plusieurs de ces gens-là qui étaient en face de moi euh, m'ont raconté tout ça. Et 20 ans plus tard, ils se retrouvent dans un endroit pire encore et on leur remet la capuche sur la tête. Et en fait, ces gens-là pensaient qu'ils étaient libres de ce traumatisme de ces 4 jours où ils ont perdu leurs compagnons, leurs meilleurs amis, qui sont morts devant eux et sous la torture. Et ces gens-là, 20 ans plus tard, se retrouvent toujours en fait victimes de ce système de haine. Et c'est pas un système judiciaire, c'est pas un système de mettre des ennemis politiques en prison. C'est juste un système de haine et où la haine et la parano est tellement grande qu'on met même des innocents comme moi, des gens qui ont rien à voir avec ça et qui pourraient peut-être être des espions ou des ennemis simplement par le fait qu'on était des étrangers ou simplement par le fait que je pensais, puisque plusieurs fois on m'a reproché d'être trop intelligent en fait, d'avoir trop de culture. Et donc le fait d'avoir un peu de jugeote, c'était en soi déjà considéré comme Délit. être un danger. Et le livre était un danger, c'est-à-dire qu'on m'a interdit de lire. J'ai reçu des livres, j'ai eu une visite
diplomatique de mon ambassadeur, d'un représentant de mon ambassade, qui m'a ramené 7 ou 8 livres. J'ai supplié au gardien en pleurant qu'il me laisse au moins un livre devant l'ambassadeur. Et effectivement, on m'a arraché ce livre des mains parce que je savais que de toute façon 7 livres c'était impossible. Et j'ai réclamé, et on m'a menacé de me tabasser. Le même directeur et un des sous-directeurs, le fameux Raiden, que j'espère qu'on retrouvera son identité, parce que Raiden, c'est des surnoms qu'ils avaient. Hein. Tous ces gens-là sont cagoulés. On ne voit que leurs yeux. Ils ont tous des faux noms. Un des faux noms de gardien, ça pouvait être Hitler, par exemple. Donc, faut Ouais. vous rendre compte de l'humour et, enfin, Le du monde niveau. noir voilà, qui régnait dans cet espace, quoi. Oui. Donc oui, c'est exactement la même chose et c'est ce qu'a vécu mon père, c'est-à-dire qu'il a été torturé Au et Chili. au Chili, et c'est l'absurde de l'humanité. C'est l'absurde de l'humanité parce que dans mon cas en tout cas, c'est vraiment un non-sens d'emprisonner le fils d'un immigré politique communiste qui a été qui a souffert pour penser différemment et pour être simplement à des idées politiques et lui il me parlait de ça, il me parlait des nazis, il me parlait de l'extrême droite et en fait je me retrouve là prisonnier d'un gouvernement communiste et donc c'est Oui. vraiment le non-sens de l'histoire, c'est l'absurde et c'est vraiment que ça en fait, c'est l'absurde. Et moi, mon discours, il n'est pas tellement sur un discours politique, puisque j'ai bien compris que n'importe quel drapeau pouvait amener à ce genre de violence. Moi, c'est juste que je raconte mon expérience et je suis témoin de cette violence et de la réalité au jour d'aujourd'hui au Venezuela. C'est un gouvernement et c'est la finalité de ce gouvernement qui ne fait que de la répression. Et ce n'est pas un système politique, ce n'est pas un, un système économique, c'est simplement un système de répression qui est total. C'est-à-dire que même un étranger, euh, même un innocent, c'est-à-dire des gens qui vont faire leurs courses au Venezuela aujourd'hui, se font arrêter. Je le sais puisque moi j'ai eu en face de moi des gens qui étaient arrêtés comme ça de façon totalement arbitraire et qui se retrouvent dans le Rodéon et qui ont souffert des tortures. Et le système aussi, exactement comme faisaient les nazis, c'est-à-dire de prendre quelqu'un, mais aussi de prendre du coup son père, de prendre sa mère, de prendre sa femme et de prendre tous ses enfants. Puisqu'il y a aussi des adolescents dans ces prisons. Et il y a aussi des enfants qui ont été enlevés puisqu'il y avait des parents qui étaient là qui ne savaient pas où étaient leurs petits-enfants. Donc il y a forcément des lieux où il y a aussi des enfants qui sont emprisonnés. Donc c'est ce système-là. Et le système aussi de la torture comme faisaient les nazis, c'est-à-dire, ben, si tu veux pas parler, si tu veux pas avouer, alors souvent on n'a rien avoué, parce que dans mon cas, par exemple, je n'avais rien avoué contre ce gouvernement. Et du coup, la technique, entre autres, une des techniques, c'était la torture familiale, qui était très développée, en tout cas chez les nazis. À Lyon, en tout cas, on sait que ça a eu lieu. Il y a des gens qui ont été jugés pour ça. En France, il y en a beaucoup qui ont rescapé à beaucoup de bourreaux qui ont rescapé à ça, mais du coup, c'est le système, on amène quelqu'un de ta famille, ta femme ou ta fille, et on la torture devant toi. Et du coup, tu dis, OK, je signe, OK, oui, je suis un terroriste, oui, même si tu n'es pas un terroriste. Mais Donc oui. tu avoues, enfin, voilà, sous la torture, et tu avoues tu avoues des mensonges. Ce que tu n'as pas fait. Tu avoues ce que tu n'as pas fait, en fait. Mhm. Oui. Mais moi-même, Camille, j'ai dû signer beaucoup de papiers où je disais que j'étais terroriste et que j'étais ah venu, que oui, j'étais victime. Et bien sûr, ça m'était obligé. Alors plusieurs fois, simplement on nous cachait et quand on commençait à lire, on nous arrachait la feuille et on nous posait une autre feuille dessus. De toute façon, on était obligé de signer. Il y a des gens qui ont essayé de résister, mais on a été tous obligés de signer. On nous a bien compris que ça ne changerait rien qu'on signe ou pas. De toute façon, ce papier, il serait signé. Donc oui, ça aussi, j'ai signé moi-même euh, ben, toutes ces on sait tous que c'est un mensonge, ne t'inquiète pas, on le sait. Donc, bah, ce des- papier n'a aucune valeur, mais aucune. oui, aucune valeur, bien sûr. Et aussi des vidéos, on était obligé de faire des vidéos, faire des fausses déclarations sur le fait qu'on était bien traités. Beaucoup ont dû faire des vidéos où ils disaient qu'ils étaient et ça a duré plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils fassent parce qu'on les menaçait justement d'appeler leur famille. Hmm. On disait les noms de leur famille.
Je pense que quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, si on commence à menacer ses enfants, bah voilà. Donc beaucoup ont dû faire sous les joues de cette torture des fausses déclarations. Et Oui. c'était des dizaines et des dizaines de vidéos. Voilà, c'est aussi le cas d'Agustin Gallo qui a fait des vidéos où on le voyait dans un patio où il n'est quasiment jamais allé. Il est allé là au bout de 10 mois. Mais ces vidéos, on les a fait aux premières semaines de sa détention et c'était pour faire croire aux gens qu'il était dans un patio et qu'il marchait librement dans un grand patio et qu'il était bien traité alors que ce n'était pas du tout le cas. Toi aussi, tu as fait une vidéo en disant oui, on m'a bien traité et tout. On t'a Oui, oui. obligé à faire ça? Oui, oui, on m'a obligé à faire des vidéos de ce type et c'est, de toute façon, le visage d'un prisonnier, c'est, ça se marque, hein. C'est une des choses qui m'a le plus marqué d'ailleurs quand je suis arrivé au Rodéo 1. C'est le regard d'un prisonnier qui est là depuis plusieurs mois et qui est innocent en fait, qui comprend pas ce qu'il fait là. Mm. C'est un regard qui en fait ne sortira jamais à la lumière du jour. Jamais, personne ne pourra voir ça puisque jamais personne ne pourra rentrer dans une prison de ce type et prendre des photos de ces regards. Je peux pas décrire ce regard. C'est un regard de désespoir, c'est un regard vide et puis en même temps c'est un petit sourire. Mais derrière ce sourire, ce regard de quelqu'un qui est torturé depuis des mois et qui a perdu toute sa liberté, qui a perdu toute son humanité et qui est en train de rentrer doucement dans la folie. Ah oui. Puisque le but de tout ce système, c'est un long système, il y a beaucoup de torture, il y a un ménage constant, du bruit constant, même la nuit on peut pas dormir. Mm. Et les cris, les programmes de propagande, chaque mouvement, c'est avec les capuches, les menottes. Il y avait beaucoup de gens qui sortaient en tremblant parce qu'ils ne supportaient pas d'avoir ces capuches et les menottes. Euh, Camilo, comment tu as fait pour supporter tout ça? Comment tu as fait pour ne pas craquer? Comment tu as fait pour ne pas t'effondrer et devenir fou, comme tu dis? j'ai eu la chance dans cette existence euh, de découvrir et de pratiquer la méditation Vipassana, Mm. une méditation qui est non sectaire et qui est ouverte à tout type de personnes et d'une grande efficacité. Et de par là, j'ai découvert le yoga et je suis devenu instructeur de yoga. Mais pour autant, c'était une grande souffrance puisque j'étais face à ma réactivité, puisque face à l'absurde, c'est la folie qui vient. On devient fou, on a envie de réagir, de crier et, et de se rebeller. Se rebeller dans une cage de 2 mètres sur 3, c'est un enfer. Et, euh, et puis il y a rien qui peut nous sauver. Donc du coup, on est obligé d'être dans la soumission. Et dans mon cas, c'est la méditation Vipassana qui m'a sauvé et essayer de combattre mes propres ennemis et de pas rentrer dans ce cercle vicieux et Oui. de rentrer dans leur jeu en fait, de devenir fou et de devenir haineux. Et je suis devenu haineux, bien sûr. Plein de fois, j'ai eu des crises de haine, de rage et de désespoir. Mm. J'ai détesté, j'ai haï tout le Venezuela. Bien sûr, je suis passé aussi par là. Et bien entendu, j'ai vu que j'étais la première victime de ça. Et c'était mon combat. Et c'est aussi mon expérience. Je peux pas, j'en parle pas trop quand je dois faire rentrer sur les faits. Je parle plus des faits, puisque effectivement, il y a des faits qui sont très, très, très graves. Oui. Mais bien sûr que pour moi, j'ai une lecture aussi beaucoup plus subtile de ce que j'ai vécu. Je suis bien sûr victime d'une grande injustice, mais moi j'ai aussi ma lecture plus intime et plus personnelle qui est une lecture, on va dire, spirituelle. Et ça a été une grande expérience où je me suis renforcé dans ce chemin. Et pour moi, ça a été simplement aussi partie de mon chemin spirituel où j'ai dû encore une fois appliquer ces principes d'équanimité et ces principes de non-réactivité face à l'insupportable. Oui. Mais c'était pas le cas de tout le monde. On m'a demandé de partager ces techniques et j'ai essayé de faire mon possible. Dans ces cas d'urgence, j'ai essayé de partager aux gens qui étaient ouverts à ça. Mais la plupart du monde essayait simplement de survivre en jouant, en criant et simplement en rentrant dans la folie.
puisque rentrer dans la folie, c'est une façon de survivre. Beaucoup étaient fous, beaucoup criaient, passaient leur temps à crier et n'étaient plus eux-mêmes. Et moi, j'ai eu la chance d'être là juste 5 mois et d'avoir tous ces outils. Mais il y a beaucoup de gens qui n'avaient aucun de ces outils et qui étaient très malades physiquement et qui sont sortis de là ben, très 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 mal, quoi. Et donc je dis pas que je suis sorti très bien de tout ça, mais effectivement cette technique m'a beaucoup aidé. Puis j'ai développé la foi. J'ai développé la foi et c'est vraiment ce qui m'a sauvé, quoi. Bon, franchement, je suis ravie que tu aies eu cet instrument, si on peut l'appeler comme ça, Mhm. pour survivre, pour pouvoir bah, rester un peu avec le cerveau à sa place, disons, et que tu puisses parler avec nous à ce moment. Camilo, Ouais. Ce qui et m'a pardon. sauvé, en fait, ce qui m'a sauvé, c'est depuis ce lieu tellement obscur. Dans la discrétion, aujourd'hui, j'en parle. Mm, Mais c'est vrai que je me cachais, je me mettais en bas, on ne me voyait pas forcément. Des fois, j'étais obligé d'être en haut et c'est que les gens d'en face me voyaient. Mais je passais énormément de temps depuis ce lieu. Je pense que c'est un des lieux les plus obscurs qu'il y a sur cette terre. J'envoyais de l'amour à tous les gens que je connaissais, à tous mes élèves de yoga, à toute ma famille. J'envoyais de l'union et j'espérais que tous les gens puissent avoir de merveilleux moments, que s'il y avait une lutte pour nous dehors, que ce soit une lutte depuis la joie et depuis le lien social, depuis le bonheur, et que ce soit aussi un prétexte pour pas être dans la haine, justement, et que toute cette lutte, elle se fasse pas dans la haine et pas rentrer dans ce piège, en fait, et ce cercle vicieux, et qu'il fallait à un moment donné casser cette chaîne et être ce chaînon de la chaîne qui casse l'alimentation de la haine. C'est vraiment ce qui m'a sauvé. Et bien sûr, je suis tombé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la haine. J'ai eu de la haine envers tous les gens qui travaillent dans cette prison. Mais ce qui m'a sauvé, c'est avoir de la compassion pour eux et de l'amour. Et je pense que c'est vraiment une force qui est extrêmement puissante, l'amour. Et je pense que c'est beaucoup grâce à ça que je suis sorti. Et je pense que c'est le remède de notre humanité, puisque ce dont j'ai été victime, c'est le reflet de personnes qui souffrent. Puisque si on fait souffrir quelqu'un, c'est parce qu'à l'intérieur on souffre. Et tous ces gens-là qui nous ont fait souffrir et qui continuent de faire souffrir et qui sont encore aujourd'hui au gouvernement au Venezuela, oui. ces gens machiavéliques qui sont toujours là au gouvernement, qui sont les responsables du SEBIN, qui sont les responsables des centres de torture qui existent encore au Venezuela, ces gens qui sont encore là, Delcy Rodriguez et Diosdado, ces gens-là, s'ils font tant de mal, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a énormément de souffrance. Et ça m'a fait revenir à ça, à la condition humaine, en fait. Et c'est pour ça que je crois beaucoup au yoga et à la méditation, puisque tant qu'on n'arrivera pas tous à sortir de la haine, et surtout avec ce genre d'injustice, le grand piège, c'est de rentrer dans la haine. Et donc moi, je demande justice, bien sûr, pour que ça ne se répète pas, pour que ce soit un exemple, comme les procès de Nuremberg. Mais pour autant, à l'intérieur de moi, je ne sens mais vraiment aucune haine et pas un soupçon de rancœur. Et au contraire, vraiment de la peine pour tous ces gens-là. Puisque je sais ce que c'est que de souffrir de sa propre violence. J'en ai souffert dans cette prison. J'en étais la première victime. Et je sais que ces gens-là ont des dettes terribles et je leur souhaite qu'une seule chose, c'est qu'ils puissent, d'une façon ou d'une autre, pouvoir se libérer de toutes ces dettes qu'ils ont plantées et qui continuent de planter. Et c'est ce que je souhaite à tous ces gens-là qui restent là-bas, à être les bourreaux de tout le Venezuela, à tous ces hommes politiques et ces femmes, cette femme particulièrement qui est encore dans ce gouvernement, puisque chaque seconde de leur existence, c'est planter des graines de souffrance au reste de l'humanité. Et finalement, ces gens-là plantent des graines de souffrance pour leur propre existence. Et je leur souhaite qu'une seule chose, c'est vraiment pouvoir se libérer de tout ça. Et je leur souhaite bon courage parce que ça va être un long boulot. Écoute, il y a un message de Verito qui dit, c'est fou le niveau d'humanité qu'il y a en toi, Camilo. Tu es un exemple à suivre. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec elle parce que je crois que ce niveau d'humanité que tu montres, que tu nous montres maintenant, c'est vraiment incroyable. Après tout ce que tu as vécu, je pense que tu arrives quand même à comprendre justement la condition humaine, la souffrance des méchants aussi, si on peut les appeler comme ça,
et comprendre la complexité de toute cette situation. Je veux juste finir avec rapidement, parce que je sais que tu as d'autres choses à faire, et avec les bons moments quand tu as été libéré, quand tu es revenu en France. Parle-nous de ce premier repas français, parle-nous de cette rencontre avec et ta maman, par exemple, les retrouvailles avec ta maman, et bon, tous ces, je sais pas, cette nouvelle étape que tu commences à vivre, et là où tu commences à te remettre, si on peut parler de ça, bah, de toute cette expérience vénézuélienne. Comment ça a été? Raconte-nous. Alors sur la liberté, le fantasme que j'avais sur moi, c'était le jour où je serais libre. Et je savais pas si ça allait être dans un jour ou dans 30 ans, puisque quand même on nous disait que c'était pour dans 30 ans. Hein. J'ai été jugé et les condamnations que j'allais recevoir, c'était pour 30 ans. Et j'ai été face à des gens qui étaient là depuis 30 ans et après 30 ans continuaient d'être en prison et d'être torturés. Donc je me préparais à sortir à mes 70 ans. Et je m'imaginais sortir de cette prison. Je me disais, j'imaginais un Camilo libre en haut d'une montagne, apprécier la liberté. Et en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, quand je sors, je ne sens pas du tout la liberté. Je comprends pas. Et c'est un choc. Mon corps et mon esprit a été dans un état très très particulier, beaucoup lié à la méditation et à la survivance. Et je comprends pas. Quand je suis libéré, j'ai passé 3 jours sans dormir, puisqu'on a vraiment beaucoup joué avec moi. Jusqu'au dernier moment, on m'a enfermé dans des cellules de 60 centimètres sur 60 centimètres, des cellules qui allaient jusqu'au plafond, où j'étais menotté pieds et mains et aux hanches, avec des espèces de casques noirs. Donc la torture, elle a continué jusque 10 minutes avant d'être livré à l'ambassade par Granco, le numéro 1 de la Gestapo. C'est la Gestapo, puisque c'est un corps militaire et policier, enfin policier qui est au-dessus des lois, et ils me l'ont bien dit, ils me l'ont dit comme ça, nous on est au-dessus des lois, ils sont au-dessus des lois des autres corps policiers. C'est les corps policiers qui terrorisent aussi d'autres policiers. Je les ai entendus avec fierté raconter comme ils avaient attrapé 40 autres agents de police du SEBIN, qui est une espèce de police, on va dire, moins haute que la DGSIM, et comme ils les avaient attachés à des arbres et ils les avaient laissés mourir là, quoi. Donc, je sens pas la liberté au début. Je suis bombardé d'émotions, genre des gens que j'ai pas vus depuis des dizaines d'années, des dizaines, des centaines de messages, et je découvre heure après heure tout ce qui s'est passé, puisque moi je n'étais au courant de rien. J'étais totalement isolé. Et, euh, et en fait, moi, ça va. Je suis un grand rocher. Je suis quelqu'un de très fort à ce moment-là. Et alors j'ai plus de batterie. Ça va couper. J'en Ah, ça suis va couper. désolé. Ça va Oh couper là à là. quelques Bon, Je écoute, ne trouve pas mon chargeur. non, ne Mais la t'inquiète liberté, pas. De toute façon, on a beaucoup parlé. Je suis désolée. C'est moi qui a prolongé la conversation parce que c'était prévu pour une demi-heure. Mais écoute, je t'embrasse très fort. Je te remercie d'avoir partagé cette expérience. Et on aura d'autres conversations et on aura d'autres occasions pour parler. on en Et parlait. j'espère qu'on pourra se voir en personne bientôt. Franchement. Bientôt. Je l'espère aussi au Venezuela, dans un pays libre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Amén a tout ça. Merci, Camilo. Gracias, gracias por compartir todo esto con nosotros. Vale, te mando un abrazo Feliz vida. grandote y a tu Chao. familia también, a tu mamá. Chao. Besos para Que ella. viva Venezuela. Que Que viva viva Venezuela. Venezuela. Chao.